Interface au cinquième et dernier numéro de la semaine de cette émission. Trois thématiques sont à la une de cette émission, des thématiques purement sécuritaires qui va d'abord commencer par la même commémoration, voulais-je dire, c'est 2 août 2024 des génocides congolais. Vous le savez, en ce net moment, la première ministre Judith Tuluka et quelques membres du gouvernement se trouvent au niveau de la Chopo, précisément à Kisangani, pour célébrer pour la première fois les génocides congolais, mais aussi tout au long de cette émission, à part l'importance de la commémoration de ces génocides congolais, nous allons aussi revenir sur les jugements de Corneille Nangaa. Par défaut, vous le savez, la haute cour militaire a déjà commencé à juger Corneille Nangaa et ses complices par rapport à ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aussi, on va parler de ce qui fait débat, ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps, les cessez-les-feux, les prétendus cessez-les-feux entre la RDC et le Rwanda. Si le président Tshisekedi avec son gouvernement depuis longtemps a boudé des négociations avec le Rwanda, le président qui disait qu'il n'acceptera jamais de négocier avec les M23. Aujourd'hui, ces révélations concernant les cessez-les-feux démontrent-ils que la RDC a plié bagage, ou bien la RDC a accepté les conditions données par Kigali, justement au nom de la paix, pour que la paix puisse revenir dans l'Est de la République démocratique du Congo et les morts puissent cesser. Et surtout en ce jour spécial où la RDC célèbre ses morts, toutes ces personnes victimes de ces atrocités, que ce soit au niveau de Goma, Bukavu, mais aussi à Kisangani et dans tant d'autres provinces de la République démocratique du Congo. On en parle dans ce 5e numéro d'interface avec Maître Platini Mbadou. Il est le président de la fondation Platini Mbadou, cette fondation qui soutient justement les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État qui devrait être ce vendredi à Kisangani, mais pour des raisons de la santé, il se trouve en Europe pour un contrôle médical. Vous avez suivi un communiqué du cabinet ou bien de la cellule de communication de la présidence de la République qui a donné tous ces détails. Maître Platini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, très chers journalistes, pour votre invitation. Et bonsoir également aux téléspectateurs qui nous suivent également là-bas et Tandoki et Nabango. Nous osons croire qu'au travers de cette émission, nous allons essayer tant soit peu d'échanger sur des questions d'actualité de notre pays. Pourquoi pas apporter notre réflexion. Et je crois que cette réflexion sera partagée également avec d'autres compatriotes qui nous suivent également. Alors on va revenir sur la fondation, c'est une obligation, mais avant tout, je dois d'abord saluer Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay. Bonsoir à vous aussi Maître Platini. Bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent présentement. Mais apparemment, moi, quand vous me dites directement bonsoir, j'ai du mal pour lui saluer directement parce qu'il n'était pas encore présenté. Vous m'avez laissé la primaire, mais vous pouvez les mais vous avez constaté qu'au départ, je vous ai seulement salué, je n'ai pas dit... Parce que directement, c'était comme ça, non, madame? Ah oui, oui. Alors, je recommence. Je vous salue. Je salue également madame Sarah. Bonsoir, je suis très content d'être partagé le même plateau avec vous. Le plaisir est partagé. D'entrée déjà, la primaire d'abord à la fondation, l'évolution, les activités au sein de la fondation Platini Mbadou. Comment ça se passe pour le moment, maître? Oh, pour le moment, ça va, Dieu fait grâce. Nous sommes en train de nous battre pour faire fonctionner cette fondation. Et nous avons récemment mis en place les stations de lavage de voitures, de véhicules vers Mitendi. Et donc, au moment où je vous parle, on est déjà en train de réfectionner les hangars. On est en train de mettre en place des matériels appropriés pour que ça commence à fonctionner déjà. Et jusque-là, on est encore en train de travailler par rapport à cela. Nous avons échangé avec les propriétaires de la parcelle, ainsi de suite, pour faire fonctionner, afin que certains jeunes de Mongafula trouvent un peu de l'emploi dans cette fondation, trouvent un peu un moyen d'aider leur famille, d'aider leurs parents. C'est ça notre objectif en fait. Nous voulons seulement accompagner les habitants de Mongafula, les jeunes de Mongafula, les filles mères de Mongafula, les enfants entre guillemets de la rue de Mongafula, les accompagner dans des petites activités
qui pourrait leur permettre de quitter par exemple le Kuluna pour commencer peut-être à cirer les chaussures ou pour commencer à laver les voitures ou commencer à faire des briques et vendre justement pour encadrer cette jeunesse de Mongafula. C'est ça notre objectif, c'est ça notre vision et nous comptons le faire et nous allons le faire, nous sommes déjà en train de le faire, nous allons y arriver. Alors, Maître Platini, on va aborder notre première thématique de cette émission concernant la commémoration du Holocauste congolais, les génocides congolais. Si le Rwanda a commencé à les faire il y a des ans passés, la RDC aujourd'hui, le gouvernement congolais a décidé lui aussi de commencer à célébrer ou bien à commémorer toutes ces personnes qui sont mortes injustement à cause de cette injustice qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous allez faire une analyse par rapport à cette manière de faire les choses, à cette décision du gouvernement. Est-ce que c'était important? Est-ce que ça relève-t-il d'une urgence? Bon, vous savez, il y a une particularité, ce n'est pas vraiment à comparer entre le génocide qui s'est passé au Rwanda et le génocide qui s'est passé en RDC. Et ce que nous avons connu en RDC, c'est un peu humiliant. C'est un peu humiliant, il faut qu'on se le dise aussi. Parce qu'au Rwanda, c'est les deux peuples, c'est-à-dire les Hutus, les Tutsis, c'est-à-dire tous rwandais. Et ils se sont entrés dedans, se sont tués. Et puis, on a parlé des génocides de Tutsis, mais aussi des Hutus, parce que l'autre fois, le sénateur américain était revenu sur ça pour dire que les génocides, ce n'est pas seulement génocide Hutu, génocide des Tutsis, mais c'est aussi des Hutus. Mais la différence avec le nôtre, c'est que chez nous, ce n'est pas les Congolais entre eux qui se sont battus. Non. Chez nous, c'est l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Ils sont venus se battre chez nous. Donc, en d'autres termes, ils ont remis en cause l'efficacité de notre armée à protéger nos frontières. C'est ça une question majeure que nous pouvons nous poser. Nous pouvons ça pourrait nous interpeller en nous. Donc comment est-ce que deux armées étrangères peuvent venir trouver intérêt de combat? C'est en RDC. Et par-ci, par-là, avec des munitions. Et puis ils endommagent aussi des infrastructures, les vies humaines, et ainsi de suite. Pour nous, c'est vrai, nous commémorons les morts, et aussi les survivants. Et j'avais suivi hier, on va trouver des mécanismes pour indemniser. Mais quelles sont les leçons à tirer? Qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon? Qu'est-ce que nous avons appris de cette situation? Parce que ça s'est passé, je crois, il y a 20 ans maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons eu à relever ce défi? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que non, on ne peut pas voir demain deux armées encore venir se battre chez nous? Quels sont les mécanismes mis en place pour éviter cela? Depuis 20 ans, à ce jour, qu'est-ce qu'on a fait? Ce sont des questions que je me pose, que les gens qui nous suivent à la maison se posent également, et que toute la population pose aux gens qui nous gouvernent, de voir dans la mesure du possible comment cette commémoration que nous avons commencée, ça ne soit pas seulement une journée que nous allons commencer à célébrer chaque année, mais ça soit aussi une journée qui fera de sorte que non, cette action-là, ces actes que nous avons connus, que ça ne puisse plus se répéter en RDC. Que ce soit pour non seulement l'espace Kisangani, mais pas non plus dans les espaces comme Congo central, où nous avons d'un côté l'Angola, Congo-Brazzaville, où nous avons... Non, que ça ne se répète plus. Et l'unique moyen pour que ça ne puisse plus se répéter, c'est seulement de renforcer l'armée et de renforcer la sécurité. Renforcer l'armée avant de lancer cette journée, de commencer à la célébrer. Est-ce qu'il fallait-il pas au gouvernement d'abord de réfléchir en termes de changer la situation, de faire revenir la paix totale? Parce que aujourd'hui, on a célébré cette journée, mais certainement au même moment, ça peut arriver. Les soirs qu'on nous dit qu'on continue de tuer les gens à l'Est. Et c'est important de célébrer une journée comme ça, au moment où les mêmes choses continuent de se passer. On continue de tuer les gens. Si peut-être que c'était le cas du Rwanda, qui aujourd'hui célèbre les génocides rwandais, mais des morts, on ne les compte plus au niveau du Rwanda. Il y a une différence entre Kisangani et l'Est du pays. Pour l'Est du pays, et peut-être on n'a pas encore trouvé une journée à célébrer par rapport à cela, mais pour Kisangani, les morts ne continuent plus. Donc il y a eu cessation. La guerre de 6 jours.
Il y a eu cessation, donc, donc ça a duré 6 jours et puis c'était fini. Alors, par rapport à cela, pour qu'on ne puisse pas oublier ces 6 jours-là, il faut qu'on mette en place toute une journée dans laquelle nous allons commencer à commémorer ce massacre-là. Mais de l'autre côté, à l'est du pays, nous allons aussi voir dans la mesure du possible, parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la paix. Et une fois que la paix est installée, à ce moment-là, nous pouvons célébrer les gens qui ont participé à la mise en place de cette paix-là. Et à ce jour, comme ce n'est pas encore fini, la partie de l'est du pays est encore en souffrance, donc nous ne pouvons pas décréter une journée pour l'est du pays. Mais à ce qui concerne Kisangani était c'était déjà fini. Mais le combat que nous avons, c'est de ne plus connaître ce genre de problème. Et pour ne plus le connaître, c'est seulement de renforcer notre armée, de renforcer notre sécurité et de renforcer des mesures adéquates pour éviter que ce genre de choses puissent se répéter. C'est ça en fait notre réflexion sur la question de Kisangani. Sur la question de Kisangani, parce que moi je crois qu'ils avaient largué notre armée. C'est comme s'ils avaient constaté, ou encore ils ont estimé que notre armée n'était pas efficace et pouvaient venir à tout moment se battre chez nous parce qu'ils estiment que non, ici on ne va rien faire. Alors, ils se sont battus pendant 6 jours. Mais alors que cette journée doit au moins nous donner des éléments à réfléchir pour que ça ne puisse plus se répéter dans les jours à venir. Des éléments à réfléchir pour que cela ne puisse plus arriver. Mais maître, est-ce que vous pensez vraiment que cette célébration est utile? Continuer à célébrer chaque année alors qu'il y a encore une autre partie de l'Est du pays où on n'a pas encore eu à trouver une solution convaincante pour retrouver la paix. Est-ce que cette célébration mérite-t-elle d'être célébrée chaque année? Je crois que oui, ça mérite d'être célébré chaque année parce que c'est un événement que nous avons connu dans notre pays qui a pris au moins 6 jours. Et il y a eu des gens qui sont partis à cause de ça. Et dans une année ou dans un pays, on n'est pas obligé d'être figé avec un seul jour pour commémorer X ou Y chose. On peut en avoir 2 ou 3, 4 ou 5. Ce n'est pas interdit. Alors, si nous avons opté pour le 2 août pour Kisangani, c'est pour se rappeler de cette journée, se rappeler des martyrs, des personnes qui sont décédées, qui sont tombées par rapport à cette journée-là, par rapport à aux guerres que nous avons connues, dont nous n'avons même pas participé. Mais au moment où on portait pour l'Est du pays a un caractère un peu particulier. Pourquoi particulier? Parce que dans l'Est du pays, il y a des conventions, il y a des mixages, brassages qui entrent dedans. Dans l'Est du pays, il y a l'intervention, il y a des mains noires qui entrent dedans, qui donnent un caractère particulier à ce qui se passe à l'Est du pays par rapport à ce qui s'est passé à Kisangani. Parce qu'à Kisangani, c'était 2 armées qui s'affrontaient dans notre espace. Alors qu'à l'Est du pays, il y a d'un côté les responsabilités sont partagées sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national. Donc les responsabilités sont partagées. À l'Est du pays, ça sera un événement. Aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce, et si le gouvernement essaie de renforcer la sécurité de notre pays et nous rendons notre armée efficace, nous allons mettre fin, nous allons revenir à la paix. Une fois que nous avons la paix avec nous, ça fera de sorte que nous puissions trouver un jour pour commémorer aussi ce qui s'est passé à l'Est du pays. Mais on ne peut pas le comparer. C'est pour ça, au début de cette émission, j'ai dit on ne peut pas comparer l'Est du pays avec ce qui s'est passé à Kisangani. À l'Est du pays, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte, mais à Kisangani, c'était vraiment une action que j'avais trouvée, que je trouve une barbarie, que je trouve que je ne sais pas comment expliquer. Donc, ils avaient remis en cause l'efficacité de notre armée. Ils avaient remis en cause la force de nos vaillants héros, leur capacité de protéger nos frontières. On ne peut pas accepter que 2 pays viennent s'affronter chez nous. Si c'est dans un désert, on peut comprendre. Mais là où il y a des habitants, là où il y a des immeubles, là où il y a tous ces éléments, ils sont venus, ils sont entrés. Par quelle voie? Ça montre qu'en 2020, notre armée n'était pas efficace. Ça montre qu'en 2020, notre armée n'avait pas de pouvoir approprié pour protéger la population. C'est ce que ça démontre.
Mais est-ce que cette situation a continué jusqu'à aujourd'hui? Nous pouvons dire non. Parce qu'à l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, il avait mis en place des mécanismes pour renforcer l'armée. Il a mis en place des mécanismes pour arriver à enlever le moratoire pour commencer à acheter les armes. Et aujourd'hui, nous voyons les choses évoluer lentement mais sûrement avec la formation des militaires d'un côté, de l'autre côté avec l'achat des armes et ainsi de suite. Et nous osons croire que dans les jours à venir, nous n'allons plus voir Kisangani, les atrocités de Kisangani revenir à nouveau. Et à l'est du pays, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de voir dans la mesure du possible comment arriver à mettre fin à la guerre qui est à l'est du pays. Mais à travers cette célébration, est-ce qu'il est possible qu'on retrouve aussi quelques pistes de solutions qu'on peut mettre en jeu pour sauver l'autre partie de l'Est? Bon, piste de solutions, c'est déjà en mouvement. Je crois que c'est peut-être notre deuxième thématique que vous avez eu à soulever par rapport aux négociations dont vous avez fait allusion. Vous cessez les faits, ça fait faire ces pistes de solutions. Mais de l'autre côté, il n'y a plus de solutions à trouver. Pourquoi? Parce que en termes de guerre, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que la guerre avait... la guerre, bon, je ne sais pas si je peux appeler ça guerre, mais permettez-moi le terme. La guerre avait duré 6 jours. Et dans les 6 jours, à ce jour, on n'a plus continué. Et puis, il y a eu déjà des structures qui ont été mises en place pour indemniser les victimes. Au-delà de ça même, il y a eu même une décision du tribunal de la CIJ qui a condamné le Rwanda et l'Ouganda. Et parmi les deux pays, il y a même un des pays qui s'est déjà exécuté en payant ce qu'il devait payer par rapport à la condamnation qui a été prononcée. Et à ce jour, l'argent est logé même entre les mains du gouvernement national. Donc, je crois que à Kisangani, les choses ont suffisamment évolué. Et je crois que nous sommes même en train d'atterrir parce qu'il faut indemniser les victimes et ainsi de suite. Mais alors qu'à l'est du pays, les choses sont en train d'évoluer, allant dans le sens de trouver la paix. C'est-à-dire qu'il y a des négociations, il y a des cessez-le-feu, il y a toutes ces histoires-là, ça contribue dans le sens de démarche d'un processus allant dans le sens de retrouver la paix. Donc, les deux pôles ne sont pas à comparer parce que de l'autre côté, c'est complètement fini, alors qu'à l'est du pays, ça continue, mais nous sommes en train de nous battre pour trouver la paix. Alors, Maître Platini, le Rwanda, quand il a célébré pour la dernière fois les génocides rwandais, on a vu quand même la présence de certaines personnalités du monde, des grandes personnalités, anciens présidents et tant d'autres, qui avaient fait les déplacements à Kigali pour accompagner le Rwanda dans cette célébration. Contrairement à nous, aujourd'hui, nous célébrons cette journée importantissime, mais quand vous voyez, certainement, beaucoup de personnalités, ces célébrissimes du monde n'ont pas fait les déplacements. Est-ce que cela peut signifier que l'étranger nous boude? Non, pas du tout. Je vous ai fait les distinguos entre les deux guerres. Nous, de notre côté, nous avons invité aussi les ambassadeurs et les diplomates pour accompagner cette cérémonie. Et vous savez aussi comme moi que dans notre pays, nous voulons que nous puissions arriver à un niveau où, sur le plan international, nous commençons à nous imposer par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Mais la guerre que nous avons connue à Kisangani, c'est quelque chose que nous voulons oublier rapidement. Pas seulement oublier rapidement, mais commencer à faire de sorte que non, on puisse colmater, c'est-à-dire l'entrée, qu'il n'y ait plus des gens qui puissent venir se battre chez nous, mais aussi de l'autre côté, il faut que nous puissions réparer les préjudices que les autres ont subis. C'est pour moi, permettez-moi le terme, c'est un peu honteux. C'est un peu honteux de voir des armées étrangères venir se battre dans notre pays. C'est un peu honteux. C'est un peu honteux. On ne peut pas commencer à crier dessus par rapport à cela et pour demander à tout le monde de venir sur cette question-là. C'est un peu honteux par rapport, permettez-moi ce terme-là. Parce que dans un pays qui est sécurisé, on ne peut pas accepter qu'un autre pays puisse entrer avec des munitions et se battre avec un autre pays à l'intérieur de votre pays. Donc, on ne peut pas commencer à crier à haute voix sur ce qui s'était passé. Mais du moins, on peut quand même se rappeler de cette journée-là afin d'éviter que ce genre de choses puissent encore se répéter dans notre pays. Là, c'est côté Kisangani. Mais côté est du pays, c'est à l'est du pays. Quand nous allons retrouver la paix à l'est du pays dans sa totalité, à ce moment-là, nous allons commémorer
Et nous allons inviter des personnes importantes pour qu'on puisse participer à cette commémoration. Donc, parce que aujourd'hui, je vous lance, maître, c'était pas important d'inviter ces personnalités-là, célébrissimes du monde, parce que cela aussi pourrait jouer sur notre image d'une manière ou d'une autre. Si, par exemple, les gens voient qu'il y a, par exemple, un ancien président américain qui vient dans cette activité, dans cette cérémonie, ça allait donner une autre connotation et puis ça allait peut-être d'une manière ou d'une autre signifier que vraisemblablement la RDC est en train de faire son retour dans des grands salons où on prend les décisions, on prend des grandes décisions au niveau du monde. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, que sur le plan international, en ce qui concerne le pays, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas de pays amis ou de pays frères, il n'y a que les intérêts. Il faut savoir présentement les intérêts des États-Unis, c'est où? Les États-Unis riment avec quel pays? Les grandes puissances du monde sont derrière quel pays? C'est ça l'élément majeur que nous devons savoir. Tout ce que la RDC est en train de subir aujourd'hui, c'est pourquoi? Qui sont les vrais bénéficiaires de cela? Qui sont derrière le rideau, qui sont en train de pousser le Rwanda à faire ce qu'il est en train de faire? Vous savez que l'Ouganda a donné les indemnités, il a payé ses indemnités, alors que le Rwanda, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore exécuté. Donc, pour te dire que faire déplacer les grands de ce monde, ce sont eux qui sont derrière, à deux fois, ces genres de tueries, ces genres de massacres. C'est eux qui sont derrière cela. Alors, leur envoyer une invitation de venir participer à cela, ce serait comme si leur faire venir assister aux funérailles de la personne qu'ils ont eux-mêmes tuée. Alors, moi, je crois que même s'il faut faire venir ces personnes-là, mais on ne peut pas en faire une priorité parce que notre Génocauste, c'est d'abord pour les Congolais. C'est d'abord pour nous. C'est la première fois, c'est vrai, de commémorer cela. C'est d'abord, nous devons d'abord, nous les Congolais, s'imprégner de cela. Nous les Congolais, le prendre pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'une fois que nous mettons du sérieux, nous prenons ça pour nous et nous commençons à les défendre chaque année, c'est seulement après que nous allons commencer à faire venir les autres pour qu'ils puissent nous accompagner. Parce qu'eux, ils vont venir seulement pour nous accompagner et non pour nous remplacer ou prendre notre place. C'est d'abord pour les Congolais. Et à l'interne, nous devons nous poser des questions. Comment faire en sorte que ça ne puisse plus se répéter? Comment faire pour que ça ne puisse plus venir nous hanter par rapport à ce que nous avons connu? Mais ne dites pas que les autorités, anciens présidents américains, anciens présidents français ou anciens je ne sais qui, mais eux, ils vont venir comme des invités et non comme des personnes qui ont subi ou qui ont vécu cela de leurs propres yeux. Moi, je crois que nous devons d'abord nous imprégner, nous devons d'abord faire de ça notre préoccupation, faire de cela une préoccupation majeure pour notre pays et avoir au moins comment les gens mieux leur faire venir. Mais moi déjà je dis d'emblée que s'il faut inviter les gens, ils vont peut-être inviter les ambassadeurs, les consuls et ainsi de suite, mais qu'on essaie un peu de le faire pour nous et non pour les autres. Mais à l'est du pays, ce qui se passe à l'est du pays, là, c'est vraiment sur le plan international, avec les rapports que nous avons par-ci, par-là, le rapport mapping, les rapports des Nations Unies, tous les rapports que nous avons entre les mains, ça démontre suffisamment de preuves que le Rwanda et l'Ouganda sont en train de financer, de contribuer à la déstabilisation de l'est du pays. Et aujourd'hui, nous avons vu ce qui se passe à l'Ukraine. L'Ukraine a reçu des soutiens militaires et tous ces éléments. Alors que nous, jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas soutenus. C'est dans la même philosophie avec le génocide rwandais. Parce qu'avec la génocide, avec leur... ça m'échappe. Génocide. Ouais. Avec le génocide rwandais, il arrive à des fois que les gens qui sont... Et pendant que ça s'est passé, la communauté internationale était bouche fermée, était bras croisés. Ils l'observaient et il y a eu des tueries. Ils avaient la possibilité d'interrompre cela. Ils avaient la possibilité de mettre fin à cela, mais ils n'ont pas fait cela. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'est du pays. Ils ont la possibilité de mettre fin. Ils ont la possibilité d'interdire cela. Mais ils n'ont rien fait. Donc, par rapport à ces deux-là, on peut le comparer et on peut appeler les gens pour venir afin d'assister à cette cérémonie de la paix et de commémoration des génocides de personnes tuées à l'est du pays. On ne cesse de nous parler de la diplomatie agissante dans ces pays.
Comment aller faire, comment célébrer ces Génocost sans pourtant avoir la présence des autres? Certainement, si les autres sont là, ça sera une manière, une façon pour nous de faire comprendre aux autres en présentiel que ce que vous nous faites, ce n'est pas bien, il faut plus continuer à le faire. Ben, c'est pour ça que les ambassadeurs sont présents là-bas. On a invité les ambassadeurs, nous avons invité presque la majorité des diplomates qui sont dans notre pays. Ils sont là. Et puis, je peux même dire que tous les Congolais aussi et tous les journalistes également sont présents pour relayer sur le plan national et international dans les différents réseaux, chaînes de télévision. C'est aussi notre façon de parler de cela. Nous sommes à la première édition et entendons voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Parce que la première fois a toujours été difficile, mais au fur et à mesure, les Congolais vont s'imprégner de cela, les Congolais vont le prendre à bras le corps et ça fera de sorte que les choses puissent évoluer. Donc, ce que moi, j'aimerais qu'on puisse se retirer, c'est de croire que si on fait venir beaucoup de gens, c'est-à-dire des anciens présidents, comme vous avez dit tantôt, c'est ça, une reconnaissance internationale. Non. Déjà, il y a déjà une reconnaissance internationale avec la décision de la CIJ. Parce que la Cour internationale de justice a déjà pris une décision, il a condamné cela, il a même ordonné qu'on puisse indemniser la RDC. C'est déjà une reconnaissance aussi internationale. Et aujourd'hui, au travers de ces Génocost, on peut également dire que non, nous-mêmes, nous avons également pris à bras le corps cette décision-là de la Cour et nous avons même mis en place une journée entière justement pour célébrer seulement que cette journée-là ne puisse plus se répéter dans notre pays et nous allons commencer à se souvenir des personnes qui nous ont laissées à l'occasion et puis d'autres personnes qui sont restés peut-être sans maison, les autres peut-être sans bras ou pieds ou avec des malformations juste à cause de ces 6 jours que nous avons connus dans la RDC. Il faut que nous puissions le faire nous-mêmes, mais pour le faire nous-mêmes au niveau interne, nous devons être d'accord avec cette initiative. Aujourd'hui, l'impression est outre par rapport à ce qui se passe, quand vous voyez certainement les comportements au niveau de l'opposition, cette journée, ces messages n'est pas relayé par tout le monde parce ça donne l'impression comme si c'est quelque chose dont les gouvernants, ou bien les gouvernements actuels, les régimes actuels a la motivation de le faire, alors que ça devait être une initiative soutenue par tous les Congolais, surtout par l'opposition congolaise. Vous savez, dans notre pays, je me pose la question de savoir est-ce que nous avons encore l'opposition dans ce pays. Parce que, à mon humble avis, l'opposition en RDC, c'était seulement l'UDPS qui était dans l'opposition. Actuellement, on n'a plus d'opposants dans ce pays. Parce que si je vous demande même de me citer le nom d'un opposant que vous connaissez, Martin Fayulu. Et vous avez suivi aussi Ados Ndombasi. Parce que vous êtes journaliste, je suppose que vous avez suivi le dire de Ados Ndombasi. Lui aussi, c'est un opposant. Bon, un opposant. Aujourd'hui, l'opposition, c'est par rapport à une majorité. C'est-à-dire, on est opposé aux gens qui sont en train de gérer. Mais lorsqu'on dit déjà, entre eux, ils se disent que non, c'est la personne qui est dans l'opposition. En réalité, ils travaillent pour les gens qui sont au pouvoir. Mais non, comment appeler encore cette personne-là de l'opposition? Si vous me citez par exemple Fayulu, je veux dire Fayulu, bon, ces acolytes déjà remettent en cause le caractère opposant de M. Fayulu. Ces acolytes, pas moi, mais ces acolytes à lui. Il dit qu'il est de la résistance par rapport à la désorganisation des élections. Bon, c'est ce que vous dites. Je prends par exemple d'autres noms, par exemple ensemble, je prends par exemple Martin Moïse Katumbi. Déjà, vous avez suivi Zakindala. Il a dit des choses à la place publique, nous avons tous entendu. Et je vous citais encore d'autres personnes, voilà. Donc l'opposition n'est pas là, en réalité. Mais du moins, les arguments de l'opposition aujourd'hui, l'opposition c'est quoi? L'opposition c'est les gens qui contestent tout et qui remettent en cause tout. Au nom de la démocratie. Non, c'est pas au nom de la démocratie. Ça, le Génocost ici n'a pas une connotation politique. Ce sont des événements que nous avons connus en RDC. À l'époque, le chef de l'État n'était pas encore président. C'était en 2000. En 2000, le chef de l'État n'était pas président. Et non seulement il n'était pas président, il était même dans l'opposition. Et les gens qui sont morts, on ne sait même pas s'il était de quelle obédience politique. Mais devant la mort, on n'a pas d'obédience politique. Devant la mort, on vient tous, on s'incline.
On n'a pas droit, on ne peut pas venir devant de telles organisations, dire que je suis de l'opposition, je remets ça en cause. Non. L'opposition, c'est par rapport à la manière dont le pays est gouverné. Mais lorsqu'il y a une initiative pour commémorer les gens qui nous ont quittés, vous ne pouvez pas venir pour dire non, non, nous nous opposons à cela. Non. Vous pouvez remettre en cause la manière dont la gestion de l'organisation de cet événement. Là, je peux dire non, vous pouvez dénoncer s'il y a des tournements, comme j'avais entendu dans des réseaux aussi, que le ministre d'État, ministre de la Justice, a ordonné l'arrestation de certaines personnes qui avaient la mission de gérer les fonds pour indemniser les victimes de cette guerre-là. Fonarève, si c'est Fonarève, si voilà, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez un peu, si, par rapport au détournement, vous pouvez avancer des arguments allant dans le sens de dénoncer, de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Mais la journée en soi n'a rien fait. La journée en soi, vous devez le prendre à bras le corps, le prendre avec les deux mains pour commencer à le célébrer, afin que ça ne puisse plus se répéter. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État, le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était dans l'opposition. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Demain ou après-demain, ça sera peut-être une autre personne. Ça peut être Fayoulou, ça peut être une autre personne. Mais il va continuer avec le 2 août. Il ne va pas dire que comme moi je suis maintenant le chef de l'État, j'annule le 2 août. Il ne va pas l'annuler. Donc on ne peut pas avoir des camps politiques lorsqu'il y a des questions d'État. Lorsqu'il y a des questions sur la situation de notre pays, on ne peut pas avoir... C'est comme l'indépendance. Le 30 juin, on ne peut pas avoir des gens qui sont pour ou contre le 30 juin. Ça n'a pas de sens. Mais maître, je vous relance. L'opposition pense certainement que la priorité pour le moment, c'est la paix. Ce n'est pas cette histoire de la célébration des gens, des personnes qui sont mortes. Parce que certainement pour l'opposition, ils considèrent ça comme une fête organisée par les pouvoirs en place justement pour impressionner ou bien faire du populisme. Et non comme un vrai événement du souvenir des gens qui sont morts injustement. La paix, c'est l'idéal. Vous voyez un peu. La paix, c'est l'idéal. Nous voulons tous la paix. La paix est devant nous et nous sommes en train d'aller vers la paix. C'est l'idéal pour un pays. Mais pour avoir la paix, il y a des préalables. C'est-à-dire renforcer l'efficacité de votre armée, renforcer la sécurité, renforcer... Voilà. Et pourquoi on renforce la sécurité? Pourquoi on renforce les militaires? Pourquoi on renforce la diplomatie? Pourquoi? C'est pour avoir la paix. La paix, c'est l'idéal. Mais pendant que vous avez l'idéal à atteindre et que sur le chemin, il y a des embûches, vous ne pouvez pas vous dire que nous allons nous arrêter là parce qu'on n'a pas encore atteint la paix. Non. Le 6 jours que les habitants de Kisangani ont connu, c'était les 6 jours difficiles de leur province. Et ces 6 jours ont entraîné des morts. Ces 6 jours ont entraîné des pertes de biens, meubles et immeubles. Ces 6 jours ont entraîné a fait que des gens sont devenus des orphelins aujourd'hui. C'est seulement le 6 jours là. Et aujourd'hui, nous avons pu rétablir la paix à l'est à Kisangani. Aujourd'hui, il n'y a plus la guerre à Kisangani, il n'y a plus de problèmes à Kisangani. Aujourd'hui, il y a, en d'autres termes, il y a la paix à Kisangani. Ok? Comme il y a la paix à Kisangani, comme le 6 jours avait apporté le malheur à Kisangani, alors, au regard de ce qui était tout autour de cette situation de 6 jours, il faut maintenant mettre en place une journée. C'est ça la décision du gouvernement, une journée pour commencer à se rappeler de cela. Là, parce que la philosophie de cette journée, c'est quoi? C'est dire non seulement aux Congolais, mais à la communauté nationale et internationale, que ce genre de choses ne puissent plus se répéter dans notre pays. Que ce genre de choses ne puissent plus se répéter, que des armées étrangères viennent se battre dans notre pays. C'est ça, en fait, la philosophie de cette journée. C'est une journée commémorative, c'est une journée qui va commencer à nous rappeler cet événement-là. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas la paix à Kisangani. À Kisangani, il y a la paix. Vous n'allez pas me dire qu'au Congo central, il n'y a pas la paix. Vous n'allez pas me dire que non, au Kasaï, il n'y a pas la paix. Vous n'allez pas me dire à Kinshasa, il n'y a pas la paix. Il y a la paix qui est l'idéal à atteindre, mais nous allons vers la paix. Mais les Kouns aussi, à deux fois, ils ne nous mettent pas la paix. Ils ne mettent pas la paix à la population. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas
aller au travail le matin parce que les Kourouna sont en train de nous attaquer. Donc, pour citer à votre préoccupation, je dirais que la paix, c'est l'idéal à atteindre. Mais le temps que nous sommes en train d'aller vers la paix, vers l'idéal à atteindre, sur notre chemin, on peut rencontrer des embûches, on peut rencontrer des problèmes. Et avec ce problème-là, on peut se rappeler, on peut trouver un jour pour faire de sorte que nous puissions nous rappeler de ce problème que nous avons connu pendant notre marche vers la paix. Donc, on ne peut pas dire que non, nous voulons la paix, nous ne voulons pas ces journées-là. Non, 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 non. Là, je crois que c'est une réflexion qui n'est pas correcte par rapport à ce qui doit être fait normalement. Maître, très souvent, lorsqu'il s'agit d'indemniser, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Mais là, puisqu'il s'agit d'indemniser les victimes, pensez-vous que cela sera vraiment suivi ou on entendra encore une histoire et entrer à un contrat du type qu'il n'y ait pas eu entendement? Bon, vous savez, madame, on va indemniser les gens, mais il faut qu'il y ait d'abord une liste ou encore un répertoire des personnes à indemniser. On ne va pas commencer à indemniser les gens comme ça, on se réveille un bon matin. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Il y a, hormis Fonarev, je crois, c'est ça? Fonarev. Plus jamais celle. Non, ce sont des structures qu'on avait mis en place pour d'abord chercher à regrouper les personnes bénéficiaires de cette indemnité, parce que vous savez, nous sommes au Congo. Au Congo, quand il s'agit de l'argent, tout le monde peut venir. Hein. Vous allez vous retrouver devant toute la province de Kisangani, ils viennent là-bas pour réclamer l'argent. Mais est-ce que cela est une promesse ou ça sera réellement fait? Effectivement, ça sera réellement fait parce que j'ai suivi hier les discours des différentes autorités. Ils ont dit que les moyens sont déjà logés dans les comptes du gouvernement national. On a déjà répertorié un certain nombre de personnes parce que même les structures en question ont vu le jour, c'est l'année passée qu'ils ont vu le jour. Ils sont en train de travailler par rapport à cela. Moi, je leur fais confiance. Je crois que non, ils vont y arriver. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, s'ils ont un répertoire où toutes les personnes sont répertoriées, c'est-à-dire les vraies victimes, pas les personnes ramassées par-ci par-là, les vraies victimes sont répertoriées, ça fera de sorte que non, nous puissions quand même, qu'on puisse indemniser les personnes, les vraies personnes qui ont vraiment vécu ces 6 jours-là difficilement. Mais ceux qui sont morts aussi, il faut démontrer que non, la personne est décédée par le fait de ces 6 jours, par le fait de la guerre qui s'est passée à Kisangani entre des armées étrangères. S'il est démontré à suffisance de preuves, je crois que même la famille, si le conseil n'est plus là, la famille peut également être indemnisée. Et de l'autre côté, s'il s'agit de pertes de biens matériels ou la maison ou quoi que ce soit, c'est aussi un moyen. Ils peuvent démontrer que non, notre maison a été détruite, notre bien a été détruit, la voiture a été calcinée par des obus, par des bombes. Et voilà, il y a toujours des moyens, mais seulement que ce soit de vraies personnes, par vraies personnes, j'attends des personnes qui ont réellement subi des préjudices, et ils seront indemnisés parce que la structure a que ça comme mission. Fonarev n'a que ça comme mission. Alors, s'ils n'indemnisent pas, même la mission n'aura plus lieu. Parce que la mission, c'est indemniser les victimes. Alors, puisqu'il s'agit d'une structure sérieuse, est-ce que la crainte ne pas devoir le détournement refaire surface? Madame, cette question de détournement, je pourrais même l'associer avec la cupidité congolaise. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon pays. Des fois, ça me dérange beaucoup de voir que dans tous les domaines, presque, il n'y a que les détournements. Parce qu'ici, lorsqu'il s'agit d'une structure qui se mobilise pour débourser beaucoup d'argent, on entend toujours des histoires ayant trait au détournement. C'est ça, en fait, le problème. Et c'est ce qui me dérange, en fait. Aujourd'hui, le détournement, c'est devenu quelque chose... je ne sais pas comment expliquer ça, parce que même là où il ne faut pas détourner, et les gens arrivent quand même à faire des détournements. Et je peux même prendre l'exemple. Aujourd'hui, il y a non seulement le détournement, il y a aussi la cupidité des Congolais. Il faut voir quelqu'un qui est, permettez-moi de le dire, hein, quelqu'un qui était président d'une institution, ok, mais il accepte de devenir, par exemple, deuxième vice-président de la même institution, justement parce qu'il veut seulement être là. Je ne sais pas si c'est l'amour de sauver le pays, d'aider le pays à aller de l'avant, ou c'est seulement, il veut seulement être là où l'argent passe. Et ça commence un peu à déranger. L'argent est devenu la motivation principale de tout le monde.
Donc, peu importe ce qui va se passer, lui, il tient à ce que l'argent passe par lui. Il tient à ce que lui soit là parce que c'est lui. Et c'est ce qui est déplorable. Est-ce que on ne craint pas le détournement? Bien sûr que madame, moi aussi, je me pose des questions sur ça. Parce que déjà, sur ce plateau, nous sommes informés que le ministre de la Justice a déjà ordonné l'arrestation de certaines autorités de cette institution-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des détournements. Donc voilà comment le pays est en train d'avancer lentement mais sûrement vers une organisation des gens puissants qui essaient d'imposer leurs lois. Parce qu'aujourd'hui, et ce qui est déplorable, c'est que nous, les jeunes, nous accompagnons ces arts de comportement. C'est ce qui est déplorable. Aujourd'hui, quelqu'un qui détourne de l'argent, demain, vous allez voir, il y a un groupe de gens qui vont passer à la télé pour dire non, c'est de l'acharnement politique, il n'a pas détourné, c'est de l'acharnement politique. Des jeunes comme nous, ils vont passer à la télé pour défendre cela. Et non seulement cela, aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui est président d'une institution de l'État. Premier président, mais il essaie de devenir deuxième vice-président parce qu'il a besoin que tout passe par lui. Et vous voyez des jeunes comme moi passer à la télé, défendre cela. Et c'est ce que moi je ne fais pas, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. C'est pour cette raison-là que vous avez vu que je me suis retiré un peu des débats politiques parce que il y a des choses que je ne conçois plus. Même, je me rappelle encore, même l'ouvrage de M. Kengo Adondo. Il était Premier ministre, il a parlé de ça, j'ai oublié la page, mais je l'ai suivi aussi sur Top Congo, il parlait également de cela. Il était Premier ministre. Et puis, lorsqu'il y a eu remaniement, il était plus Premier ministre, le Premier ministre qui est venu, il a proposé à M. Kengo Adondo d'entrer dans ce gouvernement comme ministre. M. Kengo Adondo avait refusé. Il a dit non, moi je ne peux pas être ministre de quelqu'un. Pourquoi? Il a estimé que je suis déjà Premier ministre. Période, par exemple, 2021, c'est un exemple, 2021 à 2022. Je ne peux pas devenir encore ministre de quelqu'un de 2022 à 2023. Il avait refusé. C'est ça un homme d'État. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un théâtre qui ne dit pas son nom. Et vous êtes, par exemple, Premier ministre. OK? Même année, vous voulez devenir président du Sénat. Donc, moi, je vois... Vous ne pouvez pas vous reposer. Dans ces pays, il n'y a que toi ou quoi? Hein? Dans l'union sacrée, il n'y a plus personne ou quoi? Moi, personnellement, et ce qui est étonnant, ces gens-là sont en train de travailler pour eux et leur famille, mais vous, le jeune, qui passez à la télé pour défendre cela, vous êtes en train de sacrifier votre vie et votre jeunesse au détriment de ces gens-là qui sont en train de faire ça. Ce sont des choses que les présidents lui-même encouragent, certainement. Non, les problèmes avec le président, c'est quoi? Les présidents n'encouragent pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ces gens-là sont prêts à mettre le pays en feu et en sang à cause de leurs intérêts. Premièrement. Deuxièmement, ces gens-là ont un bon nombre de gens derrière eux auxquels ils peuvent, ensemble avec ces gens-là, ils peuvent mettre le pays en difficulté d'être gouverné. Alors le chef de l'État, en tant que garant des institutions, en tant que garant de l'État, il est en train de voir dans la mesure possible comment gérer les tensions de tout le monde afin que le pays ne puisse pas s'allumer, ne puisse pas s'embraser. Parce que ces gens-là sont déterminés par rapport à leurs intérêts. Et ce qui est étonnant, nous les jeunes, on devait même se mobiliser, s'organiser pour ne pas accompagner ce genre de comportement. Malheureusement, nous accompagnons encore ce genre de comportement. Nous accompagnons encore cette manière de voir les choses. Et aujourd'hui, en 2018, on avait crié, on a critiqué, on a dit « Oh non, on ne peut pas être à la fois député national, provincial, sénateur, gouverneur. On ne peut pas, ou PCA, on ne pouvait pas être comme ça. » Et aujourd'hui, nous sommes revenus encore à cela. Et pourquoi? Parce que nous sommes en train de regarder, comme si on regardait un film, alors que le pays est en train d'aller lentement et sûrement vers... on crée un groupe de gens forts, mais alors que les institutions ne sont plus fortes. Alors, d'une thématique à une autre, Maître Platini, vous l'avez souligné au rythme de votre intervention que des pays sont venus se battre ici chez nous, causant des morts aujourd'hui. C'est pourquoi même nous célébrons ces génocosts. Mais aujourd'hui, certainement, c'est quelque chose que beaucoup de Congolais ne s'attendaient pas, voire au moment où le président Tshisekedi refusait de négocier avec les 1-23, refusait de négocier avec le Rwanda certainement. Il voulait certainement qu'il puisse parler en face avec Paul Kagame, qui est le président
du Rwanda à cette nouvelle concernant les cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda. Cessez-le-feu, c'est justement qui passera par des négociations. Est-ce que cela peut signifier que la RDC a constaté sa faiblesse? Certainement, le gouvernement congolais s'est dit, bon, comme nous sommes faibles, le Rwanda est plus fort que nous. Nous devons quand même faire profil bas et puis aller négocier avec le Rwanda, question de ne plus permettre que les gens continuent de mourir à l'est, dans l'est de la RDC. Vous savez, la question de l'est de la RDC, c'est une question qui est complexe. Pourquoi complexe? Parce que vous parlez de l'est de la RDC, vous parlez du Rwanda, vous pouvez peut-être ajouter le M23, qui est l'outil utilisé pour mettre des difficultés à l'est du pays. Mais l'est du pays est organisé par la communauté internationale. Il faut savoir une chose, pour acheter les armes. Aujourd'hui, les armes ne se fabriquent plus. Par exemple, vous allez en Pologne ou dans un pays fabricant d'armes. Il y a des armes, les États-Unis, la plupart des armes qui sont livrées en Ukraine ne sont pas fabriquées forcément aux États-Unis. Il y a des pays comme la Pologne et d'autres pays qui fabriquent les armes, mais avec des licences des États-Unis d'Amérique. Et cela se passe dans plusieurs autres pays. Peut-être vous allez dire qu'il faut acheter. Moi, j'ai suivi le président du Mali, Burkina Faso. Il a expliqué comment est-ce qu'il sollicitait des armes auprès de la communauté internationale, ou même pour acheter. À deux fois, il refusait. Et on leur obligeait de négocier, de revivre avec les rebelles à la porte. Si vous avez suivi les extraits, vous allez le voir. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, les personnes qui sont censées nous vendre les armes, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de soutenir les M23. Les personnes qui sont censées, qui sont en train de diriger le monde, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, c'est eux qui sont en train de soutenir le M23, soutenir le Rwanda. Est-ce que le chef de l'État a le choix? C'est une question que je me pose et je pose également aux personnes qui sont à la maison. Est-ce que le chef de l'État a le choix? Est-ce qu'on a laissé le choix au chef de l'État? S'il faut acheter les armes, vous allez les acheter où? Les armes là sont fabriquées avec les licences de qui? De quel pays? Quel est ce pays-là qui peut vous livrer les armes que vous avez achetées en désaccord avec les États-Unis d'Amérique? Quel est ce pays-là? Quel est ce pays-là qui peut vraiment vous vendre des armes en désaccord avec les États-Unis? Si le pays africain, je prends l'exemple des pays de la SADC, ils n'ont pas pu intervenir à l'est du pays, juste par le simple déplacement du secrétaire d'État américain à l'Angola et puis en Afrique du Sud. Quel est ce pays-là qui va vous vendre des armes en contradiction avec les États-Unis? C'est très difficile. Comment expliquez-vous les milices comme le M23, les terroristes comme le M23, peuvent résister à l'armée pendant tout ce temps? Comment expliquez-vous cela? Pendant plus d'une année, pendant plus de 2 ans, ils sont là, en train de résister. Et ils ont des munitions, ils ont des armes, ils ont tout. Ils sont ravitaillés par qui? Ils sont financés par qui? Qui recrutent les gens? Ils recrutent comment? Ainsi de suite. Voilà toutes ces questions-là. Ça nous ramène à la question principale qui est de savoir, est-ce que le chef de l'État a le choix? Mais moi, je crois que ce qui est plus important pour nous, c'est l'unité nationale. C'est l'unité de notre pays. Et ce qui est primordial, c'est que s'il faudrait négocier avec qui que ce soit, ça sera seulement au nom des intérêts des Congolais. Ça sera au nom de l'intérêt des peuples congolais. Pas au nom des intérêts des Occidentaux, moins encore des intérêts du Rwanda. Et le pays ne sera pas balkanisé, le pays ne sera pas divisé pour faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, nous sommes tous Congolais, mais nous sommes habitués à réfléchir seulement dans le sens du ventre. C'est-à-dire comment je vais faire pour vivre ma vie, comment je vais faire pour gagner de l'argent, et ainsi de suite.
Mais comment mettre en place des mécanismes pour permettre à ce que l'Est du pays soit pacifié? Là, personne n'a cette idée-là. Personne n'y pense même. Les gens disent, non, on laisse tout au gouvernement. On donne tout au gouvernement. Et je vois toujours les gens réclamer allant dans le sens que nous exigeons que le gouvernement puisse trouver des solutions. Non, propose aussi une solution. Mais on a trouvé la guerre comme étant la solution idéale. Mais comment l'affaire d'armes doit encore poser problème, maître? Vous avez trouvé la guerre, vous trouvez ça comme étant une solution. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais avant de faire la guerre, il faut d'abord faire des analyses sur ce que vous avez et ce que l'ennemi a. OK? Et puis voir comment faire face à cela. Et nous, maintenant, notre ennemi, c'est qui? C'est ça. Nous, de notre côté, on peut comptabiliser, on peut voir ce que nous avons comme munitions, comme moyens, ainsi de suite, comme personnel, ainsi de suite. Je vous épargne des brassages, mixages et des trahisons que nous sommes en train de rencontrer dans notre armée. Je vous épargne de cela. Mais de l'autre côté, nous allons analyser maintenant l'efficacité des M23, l'efficacité du Rwanda ou l'efficacité des États-Unis d'Amérique. Ça pose problème. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda n'admet pas qu'il est en train de soutenir les M23. Le Rwanda n'admet pas qu'il est en train de soutenir la déstabilisation de l'Est du pays. Maintenant, on se pose des questions. On est en train d'attaquer le M23 seulement, on attaque toutes ces personnes que je citais. Voilà pourquoi moi, je dis ceci. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous puissions nous voiler le visage. Pourquoi? Parce que la RDC est agressée, pas par le M23, par la communauté internationale. C'est ça la vraie version de fait. C'est la communauté internationale qui dérange la RDC. Pourquoi? Par cause des intérêts économiques. Mais si nous tous nous mettons d'accord sur cette question-là, et nous allons trouver des réponses sur d'autres préoccupations rapidement. Mais tant que nous allons toujours mettre en place dans notre bouche le M23, le Rwanda, M23 et Rwanda, c'est que nous n'avons pas encore compris le dessus des cartes. Parce qu'aujourd'hui, même, on le dit souvent en lingala, ceux qui m'ont associé au Vimba, en réalité, le roi ne peut pas. Même si on disait que non, nous allons faire la guerre avec nos mains, avec le nombre d'habitants que nous avons en RDC ici, on peut entrer là-bas avec nos mains seulement. Mais pourquoi ça résiste jusqu'aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des forces interne qui fait que nous puissions nous retrouver dans cette situation. Alors, est-ce que le chef d'État a le choix? Et c'est pour ça, moi, je chute pour dire que toute décision qui sera prise, ce sera seulement au nom des intérêts de la RDC. Est-ce que le chef de l'État a le choix? Mais le chef de l'État le savait, il le savait depuis longtemps qu'il n'y a aucune guerre dans le monde qui termine sans pourtant passer par des négociations. Pourquoi alors cette petitesse? Pourquoi alors passer tout ce temps à attendre que les gens puissent perdre la vie et puis pour à la fin revenir faire la mea culpa pour accepter de négocier avec le Rwanda pour cesser les faits? Je ne sais pas quand vous dites mea culpa, c'est-à-dire quoi? Et que c'est sa décision parce que lui il ne cessait de nous parler de la moindre escarmouche ici. Quand voilà, vous parlez de la petitesse, vous parlez de quoi? Mais du moins, à ce qui me concerne, vous savez, il n'y a pas eu la petitesse. Moins encore, mea culpa. Il n'y en a pas. Les deux termes-là, ça n'a pas été utilisé par le chef de l'État. Là, je vous garantis. Il y avait quoi, je vous assure. Ce qu'il y avait, c'est quoi? Au départ, il fallait d'abord constater ce qui s'est passé à l'Est du pays. Le constat, c'est quoi? Que l'Est du pays a été vendu. C'est ça le préalable. C'est ça le point de départ. L'Est du pays a été vendu. Non seulement vendu, mais on n'avait plus le contrôle. Laurent Désiré Kabila avait parlé de ça. La facture était salée. Lorsqu'il est venu avec le Rwandais pour mettre en dehors le président maréchal Mobutu, mais la facture était salée. Et nous avons continué encore en 2001. En 2001, lorsque Kabila, le fils, a pris le pouvoir, et avec tout ce que nous avons connu comme guerre, le brassage mixage a encore dérangé la structure sécuritaire de notre pays. Et aujourd'hui, lorsque le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le pouvoir, ces gens-là étaient venus pour s'assurer que leur contrat sera respecté, que leur accord sera respecté. L'écrivain ici, camerounais Charles Onana, en a parlé dans
dans son ouvrage. Et lorsqu'il a parlé de ça, il a cité les sources. Parce que vous savez, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais lorsqu'il y a des sources, là, il faut aussi référencer. Donc il a parlé de ça, qu'ils étaient venus voir si leur accord sera respecté. Le chef de l'État, en tant que patriote, en tant que garant des institutions, il a voulu que non, les Congolais puissent revenir au Congo. Les Congolais puissent revenir aux Congolais. Car c'est le sol et le sous-sol appartient aux Congolais. C'était ça, en fait, l'objet de son combat. Et c'était ça le pourquoi on lui a fait la guerre jusqu'aujourd'hui. Donc, lui aussi, il est victime comme vous et moi. Et lui, on souffre plus parce que nous tous, nous parlons à son nom. C'est-à-dire, s'il y a un problème, on dit que c'est le chef de l'État. C'est lui. C'est ça le départ. Et par rapport à cela, il a résisté comme il peut depuis le début à ce jour. Mais ça continue. Il est fatigué, c'est pourquoi. Non, il n'est pas fatigué. Je dois accepter seulement la position du Rwanda. Non, il n'est pas fatigué. Il n'a non plus accepté la position du Rwanda. Mais plutôt, il est en train de voir. Parce que la guerre se poursuit sur tout le plan. Sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan des négociations. Et sur tout le plan, la guerre continue. Alors, sur le 4 ou 5 plans que nous sommes en train de suivre, s'il y a une main tendue pour mettre fin à cette guerre, il peut que l'accepter, il peut que aller vers cela pour apporter la solution. Il ne peut pas venir comme ça, devant une main tendue, dire que non, je ne vais pas le prendre. Mais, condition, il n'y a qu'une seule condition, c'est que le sol et le sous-sol restera pour les Congolais. Mais si vous voulez venir exploiter légalement, vous êtes le bienvenu. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait le procès à Apple. Pourquoi? Parce qu'on a estimé qu'il est en train de jeter les minéraux à la mauvaise personne. Il y a la Pologne, il y a l'Union européenne qui même a déclaré ouvertement qu'il est en train de s'approvisionner en minerais au Rwanda, alors que ça ne devait pas se faire comme ça. Voilà pourquoi moi je vous dis, la guerre à l'est du pays, ce n'est pas contre le Rwanda, mais c'est avec la communauté internationale. Parce que la communauté internationale estime que ses intérêts sont plus au Rwanda, et le Rwanda est comme un enfant de course des communautés internationales qui vient dans notre pays pour prendre et partir avec. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'il y a une partie de l'est du pays est en guerre, ok? Pendant qu'on redonne le cessez-le-feu, le M23 ses ressources, pendant qu'ils prennent des terrains, les camions quittent le Rwanda venir pour prendre le minerai et partir avec. C'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils font, parce que le Rwanda n'a pas assez de richesses. Ici, il est en train de se développer avec la richesse de la RDC. Voilà la question majeure, c'est que nous ne sommes pas en train de nous battre comme contre le Rwanda, mais c'est également contre la communauté internationale dans son entièreté. Mais est-ce qu'il faut rester seulement des bons élèves face à la communauté internationale? Non. Il y aura un jour où nous allons changer notre fusil d'épaule. Il y aura un jour où nous allons tourner vers d'autres pays pour que nous commencions à faire des accords gagnant-gagnant afin que notre pays puisse aussi trouver solution à cette situation. Mais est-ce dans la précipitation que nous allons le faire? Bien sûr que non. On ne fait pas de choses dans la précipitation. Nous sommes en droit international, la diplomatie oblige et les questions des intérêts obligent. On ne peut pas sauter d'un arbre pour aller dans le vide. Il faut s'assurer que non, en quittant cet arbre, nous allons réellement dans l'autre arbre. Mais si vous sautez dans le vide avec l'espoir de rattraper une branche, vous pouvez rater aussi cette branche-là. Alors, il faut s'assurer que l'autre branche sera bel et bien là pour vous prendre. Alors, on chute avec la justice, Maître Platini. Aujourd'hui, Nanga et ses complices du fleuve Congo partent devant le juge. Corneille Nanga personnellement, jugé par défaut. Ça a fait débat, ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. Si certaines personnes trouvent cette manière de faire les choses logique, d'autres par contre sont contre cette manière de faire les choses de la justice congolaise. Quelle est votre analyse? Est-ce que peut-on dire que le processus est biaisé ici, ou bien la procédure est biaisée? En fait, la procédure congolaise n'est pas biaisée. C'est seulement que la procédure par défaut en matière pénale exige que la personne soit atteinte. C'est-à-dire que vous signifiez à la personne reçoit l'exploit. S'il ne se présente pas, c'est à ce moment-là que vous pouvez dire que non, il y a une procédure par défaut en son encontre parce qu'il a reçu l'exploit, mais il ne s'est pas présenté. Il peut recevoir une citation à prévenu, il peut recevoir une citation directe, une citation à comparaître, selon le cas. Alors, est-ce que Corneille Nangaa avait reçu
l'invitation ou avait reçu la citation, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas la maîtrise du dossier avec moi ici. Mais les autres complices de Corneille Nangaa étaient présents. Je me demande pourquoi est-ce qu'on n'avait pas ordonné la disjonction des poursuites. Parce qu'on pouvait aussi ordonner la disjonction des poursuites. C'est-à-dire on poursuit les personnes qui sont là. Et celui qui est introuvable à ce jour, on sépare les poursuites. Comme ça, il sera poursuivi au moment opportun. C'est aussi une procédure qui est prévue en procédure pénale aussi. Et je crois qu'ils n'ont pas voulu aller dans cela. Ils ont préféré retenir les défauts à la charge. Bon, à charge de Corneille Nangaa et puis poursuivre les 24 autres personnes qui étaient présentes là-bas. Et il a été condamné. Et je crois que la procédure congolaise veut que l'autre personne condamnée, même par défaut, si l'adresse est connue, qu'il soit également signifié. Il ne faut pas oublier que l'adresse Corneille Nangaa, son adresse est connue en RDC. Et à Kinshasa, précisément. Je crois qu'à Kinshasa, il avait une adresse. Je crois que sa femme même y habite jusqu'aujourd'hui, je crois. Elle est aussi parmi les accusés, apparemment. Parmi les accusés, bon, voilà. Et donc, si il a été atteint chez lui à la maison, et qu'ils sont arrivés chez lui à la maison, on a parlé à ses enfants, ou encore à un travailleur, ou à sa sentinelle, l'exploit, et qu'il n'est pas venu à l'audience le jour du procès, l'exploit est régulier, on peut retenir les défauts à sa charge. À moins que les voisins disent que non, il n'habite plus ici. Mais s'il est là, on a déposé l'exploit et qu'il n'est pas venu comparaître le jour de cela, il peut être condamné par défaut. Mais du moins, la question que je me pose à ce jour, c'est de savoir, Corneille Nangaa, c'est un terroriste. Est-ce qu'un terroriste a droit à un procès équitable? Un terroriste a droit à ce qu'on puisse lui amener devant le juge pour X, Y chose? Je crois que les terroristes ont toujours une procédure particulière, même aux États-Unis d'Amérique, même ailleurs. Il y a toujours une procédure particulière à ce qui concerne les terroristes. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa, il est dans une phase de commettre, il est en train de commettre des infractions qu'on appelle les infractions continues. Parce qu'il y a des infractions instantanées, il y a des infractions continues, il y a des infractions d'habitude, et ainsi de suite. Mais Corneille Nangaa, il est dans l'hypothèse d'infractions continues. C'est-à-dire, au moment où on parle, il est en train de commettre des infractions. Le fait pour lui de détenir un groupe de milices à l'est du pays et il continue de commettre des infractions, il est en train de commettre des infractions chaque jour qui passe. Maintenant, comme il y a déjà une décision lui condamnant, est-ce qu'on va encore créer une autre procédure ou un autre procès où il sera condamné pour les actes qu'il va continuer à poser après le prononcé de sa décision? C'est ça la question que je me pose. Parce que jusqu'aujourd'hui, Corneille Nangaa continue de tuer. Jusqu'aujourd'hui, Corneille Nangaa continue de terroriser la population à l'est du pays. Mais alors qu'il y a déjà une décision qui le condamne pour ça. Donc, voilà quelques éléments de droit que moi je peux soulever ici. Parce que devant une infraction continue, soit on arrête la personne pour que l'infraction s'arrête, pour qu'elle arrête de continuer à commettre des infractions. Mais si on ne l'arrête pas, et que ça continue, il continue à commettre des infractions, mais il y a un chemin par défaut, lui, l'autre, il continue. Je crois que même l'essence de cette décision, on perdra même le sens de cette décision-là qui a été prise à son encontre. Alors, dernière question, maître. Est-ce que ce procès n'est-il pas précipité un peu par le gouvernement ou bien par la justice congolaise? Ce n'est pas une précipitation. C'est pour ça, moi, j'aurais voulu qu'on fasse la disjonction des poursuites. Les personnes qui sont arrêtées pouvaient bien être condamnées. C'est-à-dire, ils sont là, présents, jugé et condamné. Mais la personne de Corneille Nangaa, comme étant le chef des terroristes qui continuent de commettre des infractions, au regard de l'infraction continue qu'il est en train de commettre à ce jour, on ne pouvait pas prononcer une décision à son encontre. Parce que la décision qui a été prononcée, peut-être ça a commencé depuis le début des hostilités à ce jour, au jour du prononcé. Mais l'infraction continue. Alors le reste, qu'est-ce qu'on va faire avec? À partir d'aujourd'hui, peut-être, prenons par hypothèse que jusqu'au mois de septembre, Corneille Nangaa cherche encore à avancer, à prendre le territoire. Maintenant, on va ouvrir encore un autre procès contre les territoires qui va chercher à obtenir au mois de septembre, où nous allons seulement renvoyer tout dans l'ancienne décision. Il était plus souhaitable qu'on ordonne la disjonction des poursuites, et avec la disjonction des poursuites, ça allait nous faciliter de dire que non, ceux qui sont là, ils sont condamnés, arrêtés et condamnés. Corneille Nangaa, il y a disjonction des poursuites, on attend le jour où on va l'arrêter
pour qu'on puisse lui condamner par rapport aux actes qu'il a posés. Et précipitation ou pas, bon, moi je crois que ils ont leur raison. Je crois que le ministre d'État, M. Agis Constant Moutamba, je crois qu'il a des raisons. Il sait pourquoi il a fait ça. Et je crois que, comme je n'ai pas l'accès à ces raisons, je me réserve pour apporter les critiques autres que scientifiques que je viens de déballer devant vous pour dire que la décision de poursuite aurait été une bonne décision pour éviter, parce que nous sommes devant une infraction continue dans laquelle Corneille Nangaa s'était lancé depuis longtemps et il continue à ce jour. Vous concluez l'émission, maître. Merci Madame Sarah, merci Monsieur Daniel pour votre invitation d'aujourd'hui. J'ai été ravi d'échanger sur les questions de sécurité dans notre pays parce que c'est quand même des questions que beaucoup de gens n'aiment pas aborder parce que ce sont des questions techniques. À des fois, nous ne sommes pas en train de gérer le pays, mais nous sommes en train de suivre ce qui se passe dans notre pays. À des fois, certains éléments nous manquent, certaines précisions nous échappent, mais du moins, nous avons quand même donné à cet exercice-là de réfléchir sur le plan sécuritaire de notre pays. Et nous osons croire que chaque personne qui a suivi cette émission a trouvé quand même un élément de précision par rapport à ce qui se passe, non seulement pour le Génocos, mais pour la différence aussi entre ce qui s'est passé à l'est du pays, ce qui se passe à l'est du pays, et ce qui s'était passé au Rwanda, ainsi que ce que nous avons connu en RDC avec les séjours à Kisangani. Donc je crois que chacun de nous a essayé un peu de tirer une différence, et puis même par rapport aussi à la justice de notre pays, que nous avons dit, nous, si c'était nous avons aimé, nous aurions voulu qu'il y ait disjonction de poursuites pour éviter que nous puissions tomber dans les infractions continues alors qu'il y a déjà un jugement qui a été déjà prononcé. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Merci également à los habitants de Mongafula et aux membres de la Fondation Patini Bandou que je dirige. Ça a toujours été un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission, maître. C'est pourquoi Sarah a même la joie. Merci à vous aussi également. Ok, merci Sarah. Merci Daniel, merci maître et merci à ceux qui nous ont suivis. Alors, on va se retrouver le lundi prochain pour le premier numéro de la semaine de cette émission que Vive la République, vive la RDC, restez-nous toujours fidèles.